Alors, on va parler un petit peu du traitement des inconvénients urinaires et spécifiquement justement des inconvénients urinaires de base neurologique. Alors, est-ce que vous avez une idée de comment fonctionne le système urinaire? Je verrai l'année prochaine, mais est-ce que vous avez une petite idée? Ouais. Alors, comment? Avec le système sympathique et parasympathique. Oui, c'est-à-dire, en gros, il y a un système qui permet la miction avec la contraction du détrusor et le relâchement des sphincters lisses et striés, et l'autre qui va avoir plutôt tendance à faire l'inverse. Exactement. Alors, surtout, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est un système complètement autonome. C'est qu'on n'a aucune action au départ sur le système urinaire. Alors, justement, voilà. Sur le système urinaire. C'est géré que par des réflexes, des séries de réflexes. Donc, il y a même des auteurs qui parlent d'une centaine de réflexes. Le plus connu, c'est Mahony, il parle de 12 réflexes. D'accord ? Donc, il y a plusieurs centres urinaires. Un centre au niveau du bulbe et un centre au niveau du sacrum. D'accord? Comment ça marche? En fait, la vessie se remplit constamment, d'accord, à peu près 2 millilitres par minute, et les fibres vont s'étirer. Si on regarde un petit peu le détrusor, c'est un muscle intéressant parce qu'il a des fibres croisées. Et donc, lorsqu'il va se gonfler, il va resserrer ses propres fibres. Donc s'il y avait une ouverture, ça va plutôt fermer la lumière. Et en fait, on se rend compte que dans les détrusors, il y a des fibres qui vont être, en fait, qui vont servir à fermer, effectivement. D'accord ? Des muscles lisses qui vont servir à fermer, mais aussi des muscles qui vont servir à ouvrir. Donc l'ouverture même du détrusor est commandée de façon automatique, et pas commandée de façon volontaire. Finalement, on a une commande volontaire sur les muscles striés uniquement. Et ces muscles striés sont à la base, je fais un petit dessin peut-être, pour la base de la vessie. Donc si je regarde, on a la vessie comme ça, et tout là le détrusor qui tapisse en fait, tous ces muscles-là en fait vont servir à ouvrir, et ces muscles-là vont plutôt servir à fermer. Et nous en fait, on a une action sur les muscles ici, autour. Action volontaire. De la lumière, c'est la seule action volontaire. D'accord? De fermeture uniquement. Donc on n'a pas. Sphincter strié de l'urètre. Exactement, le sphincter strié de l'urètre, et c'est le seul muscle sur lequel on peut agir directement sur la fermeture au niveau de l'urètre. Il y a également tout le périnée. D'accord? Vous verrez l'année prochaine, je pense, au niveau anat, si vous avez vous avez déjà fait l'anat. Ah ouais, Donc, le périnée, là en revanche, vous avez une action directement dessus. Sur la contraction des sphincters. D'accord? Donc vous ressentez surtout l'anus en général. Mais on verra tout à l'heure autre chose. Donc, on peut agir que sur ce système. En pratique, vous allez voir un patient, et ce qu'il va falloir savoir, c'est qu'est-ce qui le gêne au niveau urinaire. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est un patient qui va se plaindre de polycurie. Qu'est-ce que c'est? Il va avoir envie très très souvent. D'accord? Ou c'est un patient qui va avoir plutôt des troubles pour uriner, pour commencer la miction. Donc vous verrez plutôt ces deux grands schémas de patients. D'accord? Je passe volontairement sur plein de petites choses que vous verrez normalement en cours, ou vous verrez au fur et à mesure de vos stages. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Première chose, il faut faire un bilan. Alors le bilan, c'est déjà le testing. Savoir quels sont les muscles qui fonctionnent. Vous allez me dire, ouais, mais le testing du périnée, vous avez surtout vu le testing du périnée chez la femme, où finalement vous mettez les doigts, vous crochetez le releveur de l'anus, vous demandez la contraction, et vous avez un relevé de vos doigts. D'accord? Chez l'homme, c'est un peu différent. C'est-à-dire que chez l'homme, il va y avoir on va avoir une contraction qu'on ne verra pas forcément, qu'on ne peut pas crocheter sur le releveur de l'anus, à part par l'anus lui-même, mais c'est pas très très pratique. En fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir s'il y a une contraction au niveau de l'anus, s'il y a une contraction au niveau du noyau fibreux. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Le noyau fibreux, c'est la réunion en fait, de toutes les fibres du périnée. C'est entre l'anus et le vagin chez la femme, entre l'anus et les bourses chez l'homme. D'accord? Et quand vous contractez, là, si vous contractez, vous sentez une contraction à ce niveau-là, au niveau de l'anus, mais aussi au niveau de ce noyau fibreux. Et en fait, ce noyau fibreux, si vous mettez le doigt dessus,
Quand vous contractez, ça remonte. D'accord? Et là, vous avez déjà votre testing à plus de 3. Si le noyau fibreux remonte, c'est que le testing il a plus de 3. Donc il n'y a pas besoin de mettre le doigt dans l'anus chez l'homme pour le faire, et même chez la femme. Il n'y a pas besoin non plus des fois au départ. Si vous n'avez pas envie d'être trop invasif, s'il y a une chirurgie, etc., vous pouvez faire un testing déjà, savoir s'il y a plus de 3 avec ce type de test. Une fois que vous avez votre testing au niveau musculaire, il faut surtout voir au niveau de l'interrogatoire et au niveau du bilan urodynamique que le patient va vous donner. Le bilan urodynamique, qu'est-ce que c'est? C'est une somme de tests qui a été fait à l'hôpital, qui a été prescrit par un médecin, et qui va vous donner des indications de comment fonctionne ce patient au niveau de la vessie. La vessie, comme je vous le disais tout à l'heure, se remplit continuellement, et la première envie que vous sentez est à partir de 200-300 millilitres. Et ensuite, vous avez une envie impérieuse à partir de 400 millilitres à peu près. Il faut savoir que chez certains patients, la première envie va avoir lieu beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. Et ça, vous le voyez sur ce bilan. On va vous donner le bilan. Première envie, ce sera noté. Vous savez que normalement la norme, c'est entre 200 et 300. Si vous voyez avant ou après, ça vous donne une indication de comment fonctionne ce patient. Également, il va y avoir des mesures de remplissage et de vidange. D'accord? Ce remplissage, il va être fait au niveau liquide au départ. On va demander au patient de pisser, tout bêtement. Et il va y avoir un décompte. Parce qu'il faut savoir comment fonctionne la vessie, et comment elle se contracte, et comment elle se vide. À quelle vitesse elle se vide. C'est important. Et également, savoir s'il y a un résidu post-missionnel, si la vidange est faite de façon complète. D'accord? Donc ça, vous avez tout ça sur ce bilan. Et ça va vous donner des indications. Concrètement, parce que là, ça fait beaucoup de choses. Concrètement, le patient, il va se plaindre ou il pisse trop ou il pisse pas assez. Et vous devez faire quelque chose là-dessus. Vous faites votre testing musculaire, vous voyez comment il réagit au niveau musculaire. Est-ce qu'il arrive à contrôler sa contraction? Oui, non. Est-ce qu'il arrive à contracter? Est-ce que c'est à plus de 3? Donc déjà, ça vous donne un panel. Quels sont les grands types de problèmes urinaires? Alors là, on va passer sur la pathologie. Si on regarde au niveau, par exemple, d'une prostatectomie radicale, qui est en fait 90% des hommes vont passer par là un jour, 80-90% des hommes vont passer par là un jour, ils vont avoir un problème de prostate, un adénome, voire un cancer, et il va falloir faire une ablation de la prostate en général. Donc ils en retirent ou une partie de la prostate, ou la totalité. Jusqu'à il y a 5 ans, l'opération se faisait à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on ouvrait le patient, on prenait la prostate, on l'enlevait, c'était à 4 mains, et c'est très délétère pour le périnée. Maintenant, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai du tout. L'opération se fait par un robot, donc c'est des tout petits trous au niveau de l'abdomen. Et il y a la précision de ce robot est de quelques millimètres. Donc il y a peu de probabilité que le périnée soit lésé. En revanche, il va y avoir une grosse probabilité que la vessie soit hyperactive parce que le patient a été brûlé. Parce qu'il y a une cautérisation qui se fait par le robot pour couper. En fait, dès qu'il coupe, il brûle pour éviter les saignements. Et c'est cette brûlure qui va entraîner les troubles urinaires maintenant. C'est plus comme avant, le périnée qui était lésé parce que l'opération était lourde, etc. Non, plus du tout. Maintenant, c'est plus parce qu'on est en train de brûler la vessie à chaque fois qu'on coupe le prostate qui est juste en dessous. D'accord? Et en fait, pourquoi j'en arrive là? Parce qu'à partir de là, on ne fait plus... Avant, on faisait du renforcement du périnée, mais le renforcement ne sert à rien parce que le périnée n'a pas été touché. Donc on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'inhiber le détrusor. D'accord? Le détrusor, donc le muscle de la vessie. Cette inhibition, comme je vous disais tout à l'heure, on n'avait pas beaucoup de contrôle sur la miction. On en a un, c'est la contraction du périnée et des sphincters striés. La contraction du périnée, Mahony nous dit que le troisième réflexe, c'est quand on contracte le périnée, on inhibe le détrusor. D'accord? C'est-à-dire que quand vous contractez votre périnée, la sensation d'envie va baisser, parce que le détrusor va se relâcher un petit peu. Donc la tension qu'il va y avoir sur ce muscle et qui vous donne l'information d'envie va s'estomper. Dès qu'on relâche, ça revient pareil? Non, non, non. Ça dure un certain temps. C'est comme un gate control, c'est-à-dire qui dure sur un petit bout de temps. Ça va durer, ça peut même durer 1 heure. Donc là, c'est assez tranquille. En fait. Ouais. Vous pouvez faire une contraction et relâcher. Par exemple, vous aurez des patients un jour qui vont vous dire, je suis arrivé chez moi, ça s'appelle le syndrome du paillasson.
J'arrive chez moi, je mets la clé dans la porte, j'ai une super envie, j'arrive pas à me retenir jusqu'aux toilettes. Parce qu'en fait, il y a un déclenchement de la miction qui, encore une fois, automatique, et qui enclenche le début de la miction, et si on ne fait rien, ça va continuer jusqu'au bout. Parce que c'est automatique. Et la personne, dans sa tête, elle dit « je ne peux plus contrôler ». Alors que si, il faut qu'elle s'arrête, qu'elle contracte le périnée. En contractant le périnée, elle va inhiber son détrusor, la sensation d'envie va partir, elle aura tout le temps de rentrer chez elle tranquillement. Elle a tenu jusqu'à son paillason, et jusqu'à chez elle, et c'est le fait de rentrer la clé dans la porte, psychiquement, elle relâche tout. Elle dit « c'est bon, je suis chez moi, je peux aller aux toilettes ». Donc c'est assez fréquent comme syndrome. Et c'est la preuve d'une vessie un petit peu sensible, une hyperactivité vésicale. D'accord? Donc, première possibilité, on va agir sur la contraction du périnée. Deuxième possibilité, et ça c'est nouveau par rapport à la rééducation, enfin c'est pas nouveau, ça date d'une vingtaine d'années, mais ça n'a pas été trop développé, mais ça commence à être plus développé maintenant, c'est la stimulation du nerf tibial postérieur au niveau des malléoles, de la malléole interne. D'accord? Vous avez le nerf tibial post, qui va remonter jusqu'au sacré, au sacrement. Donc jusqu'au centre sacré de Budge, enfin centre sacré, comme je disais tout à l'heure, deux centres de contrôle, un au niveau du tronc cérébral, pas facile à atteindre, et un au niveau du centre sacré. Et c'est ce centre sacré qu'on va en fait exciter pour inhiber le détrusor en passant par un nerf tibial au niveau de la malléole interne. D'accord? Donc c'est une possibilité d'inhiber le détrusor rapidement, facilement, sans être invasif, sans avoir trop besoin de contracter, et les études prouvent que ça dure un certain temps. Alors ça, vous dites, ça c'est chez le patient qui a une prostatectomie radicale, ou chez la femme qui a des troubles un petit peu d'hyperactivité vésicale. Si on revient à une pathologie qu'on trouve ici beaucoup, c'est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, il y a deux cas de figure qui se retrouvent assez fréquemment. On trouve la sclérose en plaques qui a une polyéquiliurie très importante et qui l'oblige même à se réveiller la nuit. Et ça, c'est typiquement le cas d'une hyperactivité vésicale. Il y a une vessie qui est trop speed, qui est trop tonique, et qu'il va falloir endormir un petit peu. Donc, la stimulation du nerf tibial est parfaitement indiquée dans ce cas-là. D'accord? Quel que soit le testing, à la limite, presque là, on s'en fiche complètement du testing. On sait que c'est une patiente qui veut l'envie de toilette 50 fois par jour, qui se réveille 10 fois dans la nuit, qui est sous médication pour justement faire baisser sa sensibilité. Vous verrez souvent c'est Céris, il y a plein de petits médocs pour justement faire baisser la sensibilité. Et c'est des patients typiques sur lesquels ce type de rééducation est très efficace. Donc là, c'est qu'elle a un seuil super bas en fait. Elle va avoir un tout petit peu rempli, elle va avoir envie. C'est ça, tout de suite. Pourquoi? Parce que le détrusor est très très actif. Okay. C'est le détrusor qui vous donne l'information du remplissage. Donc lui, il vous dit, oh là là, je suis super rempli, alors que pas du tout. C'est simplement que si vous êtes très contracté, il ne peut pas se relâcher, il ne peut pas se remplir, et il donne une information de remplissage. C'est pas tellement le problème de je vais qu'un fois par jour aux toilettes, bien que ce soit ultra handicapant, mais aussi que la miction derrière est de très faible qualité, puisque on ne vide pas vraiment quand il n'y a pas beaucoup de dents, quand on vide, on ne vide pas grand chose, et du coup la vidange se fait beaucoup moins bien. D'accord? Donc c'est ce type de patient qu'il vaut mieux faire cette électrothérapie antalgique sur le nerf tibial au niveau de la malléole interne. On va le refaire ensemble tout de suite après. Sinon, on a d'autres patients aussi qui n'arrivent pas à uriner, qui n'ont pas la capacité, qui n'arrivent pas à enclencher la miction. D'accord? Bizarrement, enfin ça c'est de personnel, hein. C'est pas du tout, il n'y a pas d'études dessus, mais je trouve que les femmes sont plus polyéquilibrées et les hommes sont plus retenus. Parce qu'en fait, les hommes, ils ont des périnées très forts, et beaucoup plus forts que les femmes, et comme ils ont une prostate qui est problématique, je vais dire de façon... on a une prostate complètement, on a plus une vessie aussi qui est une vessie de lutte, et donc on a une périnée aussi un peu de lutte aussi, c'est-à-dire que la vessie fait plus d'efforts, et du coup notre périnée aussi fait plus d'efforts. Donc on a plus de mal à relâcher. D'accord? Et ça peut arriver chez la femme ou chez l'homme, mais j'ai remarqué. Tu parles des scléroses en plaques surtout? Sclérose en plaques, oui. Et alors l'homme, c'est différent. Alors du coup, il faut enclencher l'émission. Alors je vous ai dit, il y a le troisième réflexe de Mahony, qui est en fait que quand on traque le périnée, on relâche le détrusor. Ça, on l'utilise
pour relâcher le trésor, mais je ne vous ai pas dit comment faire pour enclencher les mictions. Eh bien, il y a plein de réflexes qui enclenchent les mictions, mais on ne les connaît pas tous, ou on ne les divise pas bien. Alors déjà, le premier réflexe, mais ça vous le connaissez, si dans un cas c'est vrai, dans l'autre c'est vrai aussi. Si on relâche le périnée, on permet au détruiseur de se contracter mieux. Et hélas, vous connaissez, enfin hélas non, mais vous connaissez déjà comment faire pour relâcher un muscle. Il faut l'étirer. Donc, vous pouvez très bien conseiller à votre patient, alors je sais que ça peut paraître étrange, d'étirer son périnée pour enclencher une miction. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de patients qui ça marche très bien. Vous leur dites voilà, vous prenez, mettez un doigt dans l'anus, vous étirez, vous amenez vers l'avant, vous étirez un tout petit peu, et ça relâche le périnée assez rapidement, et derrière, il peut se redétendre et faire partir la miction. D'accord? Donc je vous dis, il y a deux cas très typiques, c'est la personne donc, qui retient trop ou celle qui pisse trop. Celle qui pisse trop, il faut inhiber le détruseur, celle qui retient trop, il faut trouver des moyens d'enclencher la miction. Donc étirement de l'anus par exemple, c'est possible. Chez la femme, c'est plus le cas, on peut ici tirer aussi le releveur à partir du vagin, et c'est pas super pratique. Pour elle, donc c'est même plus pratique par l'anus. Donc ça se fait aussi chez la femme. Ah oui, aussi, oui. Si jamais elle a du mal à uriner. Voilà, alors à enclencher la miction. Ensuite, on sait que la position va être importante. Il y a des récepteurs à la base du trigone vésical. Le trigone vésical, en fait, c'est la partie qui va arriver dans la vessie. Il y a des récepteurs qui sont très sensibles à la pression de l'urine. Donc, il suffit des fois de changer les positions. Vous faites bouger un peu, changer la position dans laquelle va se présenter l'urine pour qu'il y ait plus de pression sur le trigone vésical, et ça va plus exciter le trigone pour qu'il s'ouvre. Donc même, par exemple, les changements de position, au niveau de la vessie, vont m'aider à enclencher l'urine. Également la pression. Vous mettez de la pression. Avec les mains, ou avec les abdominaux s'il y a suffisamment d'abdos. Un peu un Valsalva. Pas un gros Valsalva, mais un petit. Vous savez ce que c'est le méthode de Valsalva, non? Enfin, c'est vous inspirez et vous contractez les abdos quand vous mettez de la pression intra-abdominale. D'accord? Ça, tu appelles ça le Valsalva? Oui. Parce que moi, j'avais pas oui, du Valsalva pour les plongeurs. Voilà. Pour ça augmente la pression intra partout. Ah ouais. Et c'est intra-abdominal et ça appuie sur les serres aussi. Enfin, donc il faut y aller mollo parce que justement ça appuie sur les serres. C'est un peu la respiration abdominale d'effort finalement. Voilà, c'est ça. C'est pas bon. Donc c'est vraiment pour aider. Le mieux c'est le manuel quand même. D'accord? Mais s'il peut faire un petit peu avec les abdominaux, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là vous enclenchez effectivement la mission. Autre chose, il faut aussi lui demander de changer de position. D'accord? Parce que le fait d'être debout ou assis va changer la position de la vessie et ça va permettre de finir la miction. Parce que le gros problème aussi, c'est les personnes qui ont du mal à visser, c'est qu'elles vont avoir des toutes petites des résidus post-missionnels qui peuvent être source d'ennuis, notamment d'infections urinaires. Donc, changement de position pour continuer faire continuer la miction. D'accord? Bon, on va faire la stimulation. Alors ça, c'est le tien personnel? Non, pas du tout, c'est celui qu'on a là. Ouais. Donc ça suffirait? Ça suffit. Ouais. Pour... Alors, ça suffit pour montrer, ça ne suffit pas pour être précis. Oh. Il faudrait un appareil, voilà, j'utilise Easy ou n'importe quel appareil qui est sur ordinateur et dont on peut modifier l'intensité, la fréquence, tout, et les pentes. Alors que celui-là, il est... il est pré-programme en fait, et on ne peut pas modifier grand chose. Donc ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. C'est ça, et on ne peut pas régler. Ah ouais. Toi, tu as des trucs plus précis encore. Alors, beaucoup plus précis. Disons que normalement, ce qui marche bien, c'est des fréquences entre 5 et 20 Hz, donc des basses fréquences, voire des très basses fréquences, et de l'ordre de 200-300 millisecondes au niveau des impulsions. Ouais, ils parlent, je crois, de 20 Hz. Voilà, 20 Hz. C'est l'excitomoteur, exactement, et l'antalgique quelque part. Et ça marche très bien. 20 Hz, ça marche bien. Ça en secoue les et jusqu'à 5 Hz, ça marche très bien aussi. Ça, vraiment, encore une fois, ça dépend des patients. Il ne faut pas se laisser se dire, bah tiens, c'est telle intensité, c'est pas vrai, parce que des personnes qui sont plus ou moins sensibles, c'est un différent courant. Par exemple, vous le voyez entre vous, vous regardez, vous n'avez pas du tout la même intensité, pas du tout le même résultat au niveau de la contraction musculaire. C'est pareil pour les patients. Il faudra chercher un petit peu le courant qui marche le mieux. Sachant que ce qui est pratique, c'est que ça marche tout de suite. C'est-à-dire que le résultat, vous l'avez le soir même, au niveau de la polyachyurie.
C'est ça qui est étonnant. Ça, c'est étonnant. Et surtout, alors vous n'allez pas le voir comme ça, vous allez le voir parce que vous allez demander à votre patient de faire un calendrier mictionnaire. C'est-à-dire que vous allez demander à votre patient de noter sur un papier la quantité voilà, là, ils ont dit 10 Hz, intensité infradouloureuse, c'est ça, stimulation de 200 à 300 millisecondes en mode continu, et la durée de stimulation 20 minutes. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'ils te donnent comme... Et voilà, je vous dis franchement, entre 5 et 20, et entre 200 et 300 millisecondes. 5 et 20. Et 200 et 300. Et vraiment, il faut jouer là-dessus. Ah, 300. Voilà, j'avais une patiente qui avait une malformation d'Arnold Chiari très importante. Elle avait un hémisphère. Et les 20 minutes, c'est ça, c'est bien 20 ça. minutes, oui. 20 minutes de 20 traitement. minutes de traitement. Et toi, tu cherches Je cherche. à chaque patient Ouais. à sa meilleure stimulation. Oui. Alors, je cherche. Alors, ça marche. Et des fois, on cherche un Et peu. toi, en première intention, tu leur mets quoi? 5 Hz, première intention. Et je monte après. Et du coup, c'est des impulsions unidirectionnelles? Oui. C'est pas compensé? Non. Et tu cherches quoi? Que les orteils se fléchissent? Les orteils se fléchissent, oui, mais surtout, non, je regarde le calendrier émotionnel. Je ne suis pas trop à la contraction. Non, mais le premier jour, tu fais 5 Hz, tu laisses 5 Hz. Voilà, je laisse 5 Hz et je vous dis à demain. Et le lendemain, je regarde ce que ça a donné. Si ça n'a pas marché, t'augmentes. Voilà, le lendemain, j'augmente. Je ne vous pose pas de questions, j'augmente. Et tu vas regarder au bout de voilà. une fois que tu arrives à 20 Hz. Parce que ça marche tout de suite, vraiment. D'accord. C'est comme un électrotapin antalgique. Ça marche tout de suite. Ouais. Si ça marche tout de suite. Ça fait moins mal tout de suite. Là, pareil, essayer il y a moins pour de... voir ce sans. Moi, j'essaye tout. Hein. J'ai essayé le motomel, j'ai essayé le bird à l'époque où on faisait de la respiration respiratoire. J'ai tout essayé. Donc, je veux sentir. J'ai essayé aussi la stimulation des muscles dénervés, qui fait très très mal. Ah, oui, parce que c'est plus douloureux. Parce que les pentes sont dures. Ouais. Et celui-là, tu as trouvé un programme qui se rapprochait? Bah, il faut prendre du TENS, parce que le TENS c'est du 20 Hz ou du 50, du 5 Hz ou du 20 Hz. Ah oui, donc c'est le TENS. Ouais. Donc là, tu as appuyé sur Entrée. 80 Hz. J'imagine. Le TENS chez nous, c'est 20-80, il dit. Minus. Ouais, c'est ça, il y a du 80 là. Endorphinique, voilà. 20 à 80. Endorphinique, c'est pas par contre. Ouais, endorphinique, ça fait 2 et 5 Hz. C'est ça. Et là, tu as quoi? Tu es endorphinique? Endorphinique. Tu as trouvé endorphinique Oui, là? pardon. Je refais. Ouais, c'est préenregistré. Alors, tu as appuyé sur antidouleur. Antidouleur. Et TENS, voilà. 80 Hz. Ça, mais ça, endorphinique, parce que c'est plus bas encore. Et Endorphinique. je crois que le décontracturé est à 5 Hz. Donc c'est pour ça, c'est un des deux. Ouais. Et le décontracturant est à 5 Hz. Ouais. Donc, Voilà, tu fermes l'endorphinique. voilà. 200. Et là, il serait... T'as marqué combien de Hz? Non. Non. Ouais, j'ai 200 à regardé 300. le petit bouquin. Ah, sur le petit bouquin. Bah, c'est ce qui, Mais tout le le temps ce mieux, qu'il c'est dit, d'avoir un Benoît. ordinateur qu'on peut changer. Ah oui. En TENS, ouais, je crois qu'il dit c'est ça. C'est pas ce qu'il fait sur les muscles dénervés? Et donc j'attends, Non, j'envoie il sent Ouais, millisecondes. je sens la tac 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 tac. et j'attends de voir la réaction au niveau du... Voilà. Fléchisseur, voilà. Flexion de l'allux, vous avez vu? Oui, Non, mon vous avez vu? annonce. Il a fait bloc. Bah c'est bon. Parce que là vous sentez bien. Je le sens très bien, je le sens comme un battement. Voilà, c'est parfait. 20 minutes. À 20 minutes comme ça, l'idée c'est... Mais j'ai l'impression que ça fait pas ça fait la faire du 5 Hz. Ouais, c'est possible. Bah tant mieux parce que c'est ce que je préfère en fait. Parce que je trouve qu'il y a plus de résultats sur le 5 Hz que le 20 Hz. Mais Ouais, encore une fois, parce que 20 Hz, déjà tu le sens plus. ouais. Tu sens, alors que là je sens chaque Pourquoi le tibia fréquence individuelle. Pourquoi Au maximum entre 3 et 5 Hz. 3 c'est peut-être un peu bas. Ouais. Mais 5 c'est bien. Donc si c'est 5 Hz, c'est bien. Et celui-là, alors tu vois le petit bouquin là Bah, j'ai pas là, il est là-bas. Je l'ai pris au hasard, je l'ai trouvé celui-là à la dernière minute parce qu'on en a plus beaucoup. Bon, ok. Mais à la limite, on peut regarder mieux sur la tour. La tour, il y a l'électro aussi, et on peut régler un tout petit peu un peu mieux. Et tout à l'heure, tu as dit que le centre Sur la tour et le centre bulbaire, ils ont des rôles différents ou Ils ont des rôles différents. Ils n'interviennent pas au même moment. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien se passer du bulbaire. D'accord. Tout est autonome à partir du centre sacré. Bulbaire, ça permet justement d'avoir un retour et un contrôle. Heureusement, je veux dire heureusement parce que bulbaire, ça vous évite d'avoir besoin que votre cerveau vous dise d'arrêter de ne pas pisser pendant que vous marchez.
C'est pour ça À qu'on l'inverse, a des pas. parades des tétras, par exemple, qui avaient souvent des incontinences. Voilà, bah oui, complètement, parce que si c'est coupé, c'est automatique, heureusement, parce que si ce n'était pas automatique, ce serait extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il faut uriner, il faut que ça soit en marche tout le temps, donc il ne faut surtout pas qu'il y ait d'arrêt de ce système. Donc s'il il est coupé, il le continue quand même, et c'est tant mieux. Sauf, là, des fois, le détruseur, il est vraiment touché, et là, il n'y a plus de contraction du détrusor, et là, c'est problématique. Donc, Et sur l'autre appareil, on peut aussi avoir ce type de courant sur Oui, la oui. grande tour. oui, tout à fait. Mais encore une fois, le mieux, c'est d'en avoir un qu'on puisse tout contrôler, parce que même les pentes, enfin, il y a des patients qui supportent plus ou moins certaines pentes. Et effectivement, par exemple, le muscle énervé, c'est des pentes beaucoup trop, pas assez raides. Et les pentes pas assez raides, des fois, c'est pas très... Parce que là, les pentes, Elles sont directes. elles sont à la verticale. Elles sont à la verticale, donc ça va, c'est assez confortable. Donc pendant Voilà. 20 minutes... Donc là, on a vu donc, ce que tu Voilà. fais, donc là, on peut peut-être arrêter. Oui. Est-ce que tu veux qu'on essaye sur l'autre appareil, qu'on regarde ce qu'on peut faire avec nos... Bah oui, notre oui, appareil. bien sûr. Allez. Mais c'est la même chose, hein, je crois. Alors attends, on va enlever ça. Non, laisse D'accord. les électrodes. Vous le gardez au pied. Je les garde au pied. Je vais chercher une tour. Alors tu vas nous chercher une tour. Attends, moi j'y arrive pas avec ma main folle, j'ai aucune force. Est-ce qu'il y a quelqu'un volontaire pour qui a bien compris qu'il n'y a pas de questions quand les autres se posent des questions? Tu vas nous chercher la tour? Ah oui. Hein? Allez. Et faut me dire où elle est. J'étais réactif, là, j'ai pas vu. Est-ce que des questions? Euh, Parce que je vais vite parce qu'il y a beaucoup. Oui, donc toi tu le fais unilatéral. Est-ce qu'il y a Alors, des cas où... Non, c'est pas unilatéral. On peut faire les deux côtés en même temps. On le fait à droite parce qu'à droite, on sait qu'il y a 70% de chances que ce soit. Enfin, il y a 70% de meilleurs résultats à droite qu'à gauche. Ah ouais. Ah. C'est statistique. Maintenant, les deux pieds, c'est très bien. Et tu fais les deux en même temps. Ouais. Des Voilà. fois, les deux en même temps. Et des fois, plutôt à droite. Plutôt à droite. Et dans le même temps, parfois, ça dépend du patient. Et des fois vraiment du côté où, par exemple, des patients qui sont typiquement, qui n'ont qu'une sensibilité du côté d'un côté ou de l'autre, donc je fais du côté qui marche bien. En fait. Donc il te faut combien de séances à peu près? Alors ça, c'est le gros problème, c'est mystère. Ça peut pris Dans 3 minutes, Ouais, on a bah, fini, il va ouais. visiter la porte. dans comment ça peut être une séance qui dure dans le... Alors, l'effet va s'estomper dans le temps. Mais ça peut durer, une séance, des fois, ça peut durer 3 mois. De bons résultats avec une séance. Avec une seule séance? Ouais. Alors, le problème, c'est que j'ai pas assez de recul pour vous dire est-ce qu'il y a une part de psychologique dans l'histoire Ouais. sur cette séance-là, parce que je sais que ça marche bien, mais plus que l'effet placebo, où on a testé justement, avec des courants qui n'ont rien à voir. Donc, ça peut être une séance, ça suffit, et des fois ça peut être 3, 4 séances, généralement c'est 5 séances. 5 séances espacées. Alors généralement les premières séances sont très courtes, très rapprochées pour qu'on voit à peu près le courant qui est le mieux, le plus sympathique. Mais après, il faut voir. Et sur du long terme, tu retrouves des phénomènes d'habituation au courant? Non, heureusement. Heureusement. Par exemple, je sais que je te disais, oui, j'ai une patiente avec les grosses déformations en carie, elle avait un hémisacrum, donc elle avait une partie de son plexus qui se baladait. Ouais. Et elle avait vraiment des troubles urinaires importants. Et justement, il y avait un courant très très particulier. En fait, on bougeait de guillard, c'était mort. Donc vraiment, c'était un particulier. Et elle le fait à vite, ça fait 5 ans qu'elle le fait. Et c'est pas habitué. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc ça, c'est bien. Alors il y en a qui l'ont chez eux. Ah oui, bah, en fait, elle, oui, mais c'est très particulier. Elle l'avait chez elle. Ils se le font tous les jours. Ouais. Pas tous les jours, non, elle le faisait tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Alors il y a des gens qui arrivent à trouver, moi il me le faut tous les 3 jours, Voilà. moi il me faut tous les jours, ou Voilà. moi il me le faut une fois par semaine. C'est ça. Alors, coup de bol, c'est du l'endorphinique ou du TENS, et c'est les seules machines électriques qui sont remboursées par la Sécu. Donc avec une prescription, ils peuvent avoir cette machine, je sais pas, par les grosses. hein, Même les machines, on en Les trouve petits en séparts, les fait, rouges. Voilà. qui valent rien du tout. Hein. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas obligé d'acheter des trucs très chers. Voilà. Sauf que cette dame-là dont je parle, comme c'était très précis, elle a acheté le truc à 4 000 euros. À combien? 4 000 euros. 4 000 euros. Parce que c'est l'intensité qu'il a vécu, Et qui la marche. fréquence. La fréquence, et La il fallait que ce fréquence. soit nickel. Voilà. Oui, donc le truc...
Vraiment que tu peux régler. Attention, attention. Ah non, ça pète, t'inquiète. Pas de soucis. Touche pas, touche pas. Il enregistre. Ah, excuse-moi. Normalement. Je fais comme ça. Ouais. Alors là, tu vas Bon, quoi? je cherche, je vais connaître, c'est pareil. Je vais aller mettre ce qu'il y a dans le programme. Trop. Oui. On peut descendre peut-être. Voilà. Je vais mettre les 100. 20 par exemple. 20 ou 17. Voilà, 20 ou 5. Là, du coup, je mets 25. On fait voir 10 par rapport à l'autre. 10. Voilà, ce que ça donnerait. Voilà. 10 Hz. Comme ça, ça me fait un changement par rapport à l'autre. Je l'ai dit qu'il était à 3 ou 5. Alors, moi, je vais mettre à 250, ça du coup. Quoi Donc tu as programmé un nouveau truc. Voilà. Tu as, À partir du thème de base. Hein. À partir du test de base, tu as appuyé sur Édition. édition, Voilà, c'était là. Éditer. éditer. Ouais. Donc et tu as fait un programme, Voilà. Durée de phase 200 millisecondes, voilà. Et l'autre, je dis vert. Voilà. 20 minutes, durée de phase, Je sais pas. 200, 200 quoi Ah, c'est millisecondes. Hein. millisecondes, 200 Je suis un peu millisecondes, du sec. Ouais. et 10 Hz. fréquence 10 Hz. Donc voilà, donc là maintenant, on peut mettre le... C'était par la petite flèche qui est en haut à gauche. Là. Toc. Voilà, je t'en prie. Ouais, ça monte très lentement au début, c'est vrai que c'est chaud. Une petite appréhension. Non, mais il monte super lentement au début, puis après il accélère d'un T'as pas coup. peur, faut faire Roland. gaffe. On est là. Tant. Ça arrive là? Non, rien du tout. Il faut y aller avec cet appareil-là, il faut Ouais, tourner au début, vite. ouais. Hein. Tu peux y aller, hein. Tu tournes. Là. À un moment donné, je sais que ça accélère d'un coup. Non, c'est progressif, c'est t'as l'intensité. T'as là, qui l'intensité. s'en- Ouais, je sais, mais ça, on est passé de 5 à 0,1. Ah, je commence à sentir un petit quelque chose. Voilà, bah c'est bon là. Flexion de la luxe. Voilà, flexion. Ah, c'est vrai que ça se fait. Et c'est bizarre, je sens presque pareil que l'autre. Bah, c'est le même programme, hein. C'est quasiment. Non, mais j'ai l'impression que ça fait à 3 C'est Hz, ça. alors que c'est à 10 Hz. Mais l'autre est à 5, je crois. Ou à 5 peut-être, mais là j'ai vraiment une impression, ça va tac 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 tac. Ça, il y a des études qui ont été faites pour savoir si c'est du 10 Hz ou alors il faut s'adapter à chaque patient. Ouais. Alors, non, il n'y a pas d'études. C'est trop neuf et trop... Et chacun y va de son petit truc. Maintenant, je sais qu'il y a des patients, ils supportent plus ou moins certains courants. Ils sont plus à l'aise sur d'autres et il y a des résultats plus ou moins efficaces sur... Donc il faut y aller par tâtonnement. Ouais, alors. c'est ça. C'est essai-erreur. Maintenant, on a une gamme, hein. On sait que ça va marcher quand même, mais plus ou moins bien. Et c'est entre combien et combien de Hz? Entre 5 et 20. Comme ça, Alors, on va essayer autre chose. Voilà. Rééteins-le complètement. C'est bon, ça fait plus là. Voilà, je sens plus rien. Alors maintenant tu veux, admettons que tu veuilles faire un programme avec 20 Hz, mettons, ou 15 Hz. Alors tu vas, tu as appuyé sur Programme, Protocole défini par l'utilisateur. protocole défini par l'utilisateur, TENS conventionnel. TENS conventionnel, Édité. édité, et tu as Fréquence. fréquence. Tu baisses jusqu'à ce que tu obtiennes 20, ou voilà, Et 250 millisecondes. et 250 millisecondes, donc ici, Bon, voilà. voilà. C'est 250 habituellement. Hein. Voilà, mais là il met 260 parce qu'il doit faire 20 en 20, mais voilà. Et après il n'y a plus qu'à. Et après, il n'y a plus qu'à faire éditer, donc tu appuies là-dessus, Voilà, et après c'est parti. et après tu tournes, refais-le, que je sente un peu ce que ça donne. Tout à l'heure, c'était 20. Et donc là, ici, on a le...
le petit truc là qui... Donc on attend que le luxe... Ah, attends, je me mets en position de tir. Donc on va attendre. La flexion de la luxe, c'est qu'on est au bon endroit, sur bon air, hein, surtout. Ouais, vas-y voir. Voilà ici la place des électrodes. Voilà. Je commence à Ça y est, sentir. ça y est, il a déjà fléchi. Il a déjà fléchi. Et Bon, après, reviens un peu en arrière, que je vois le moment où ça fléchisse. j'ai éteint. Voilà, vas-y, refais. Voilà. Voilà, hop. Et là, tu es à 30 milliampères. 30 Mais, mA. très différent par rapport selon les personnes. Ouais. Et après start, c'est parti 20 minutes. Start, donc start, appuyez sur ici, là. Ok. 20 minutes. Ok. Donc voilà le... Donc ça c'était, tu me dis, pour l'inhibition du trésor. Quand c'est une hyperactivité vésicale motrice Ouais, ou mixte. ok. Donc, et pour quelqu'un qui aurait une prostate débutante, Oui, si, ça peut marcher. ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut donner. Ouais, complètement. Ça peut Parce marcher. que est-ce que c'est une hyperactivité du trésor Non. ou est-ce que c'est Non, autre ça va chose? marcher parce que ça va détendre le diffuseur, donc le diffuseur va moins se contracter, Ouais. et donc il va moins vous réveiller. Et c'est lié à quoi alors dans ces cas-là? C'est que la prostate Alors. est trop grosse, c'est ça? Ça va marcher parce que c'est le détruseur qui vous donne l'information de Ouais. l'envie, donc ça va baisser un petit peu l'intensité de contraction. En fait, parce qu'il y a une la vessie, elle commence à lutter contre la prostate, donc elle est un peu plus tonique. Ah, c'est pour ça. Parce que, A priori, je ne suis pas médecin, donc Ouais, ouais, je peux donc, dire, mais a mais priori, je dirais que c'est ça. c'est pas une compression mécanique qui fait qu'il y a moins de volume Alors, ça dans dépend de comment elle... non. Voilà. La prostate, ça commence vraiment à gonfler à partir de 15 ans, 16 ans, 19 ans, ça. Et elle monte régulièrement jusqu'à ce qu'elle soit gênante. On dit que les pieds grandissent aussi, je sais pas si c'est vrai. À tout âge, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Mais Le nez. le nez, je sais pas. Voilà. Bon, ok. Et là, ok. Donc j'ai dit beaucoup de choses. Bon, ben merci. Merci. Et c'est pas super clair, mais parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, à ne jamais faire sur une entérocystoplastie. C'est-à-dire. Alors, l'entérocystoplastie, c'est par exemple, vous avez une vessie qui a un cancer, et vous retirez la vessie. Merci. Enfin, on a fait une ablation de la vessie, on remplace la vessie par une partie de l'intestin grêle. C'est l'entérocystoplastie. Alors, c'est pour ça que je rigole, c'était une blague, mais c'était une blague. C'est parce qu'il n'y a plus de détruseur. Donc ça sert à rien d'aller exciter la plastique qui n'est pas dans le détrusor. Voilà. Et s'il y a une polycurie, entre guillemets, c'est que ou la personne boit trop, ou en fait le problème de l'entérocystoplastie, c'est qu'ils font de toutes petites poches au départ. Donc il n'y a pas beaucoup de contenance. Ouais, c'est bien. Merci. Merci. C'est quand même très intéressant. Et ça marche super bien, et ça évite d'être invasif, parce qu'avant il n'y avait que la sonde intravaginale ou intra-anale, et avec des stimulations, des trucs comme ça. Donc là, c'est une patiente que vous pouvez voir en salle, qui n'y a pas de problème, vous les mettez sur la cheville, no problemo, quoi. Si ça vous intéresse, j'ai sorti ça. Hein. Et seulement vous me le rendez. Vous le laissez. Pas de contrainte d'essayer de le faire. Non, ça y est, aucun effet secondaire. ça y est sur Internet. Hein. Voilà, oui, il a une bonne question. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'il y a un problème si on se trompe de diagnostic? Eh bien même pas, parce qu'il n'y a aucun effet secondaire gênant dans cette... Oui, donc à la limite, il n'y a même pas besoin de faire le testing, on peut le faire direct. Voilà, dans le testing, c'est pour se donner une idée. Ouais. Parce qu'on peut très bien, au départ, on va se donner bonne conscience, on va dire, au départ, on va travailler la contraction du périnée pour inhiber le détruseur, pour éviter de passer par des trucs comme ça. Dire, écoutez, parce qu'il y a des personnes, en fait, elles ne savent, surtout les femmes, désolé, elles ne savent pas contracter le périnée. Donc elles ont des polycuries, mais simplement parce qu'elles n'ont aucune idée de comment contracter le périnée et relâcher le détruseur. Alors il y a une polycurie parce qu'effectivement il y a moins de volume, forcément, mais aussi parce que elles n'ont aucune idée de savoir contracter, elles ne savent pas contracter le périnée. Et c'est flagrant. Et c'est pour ça que ça pose beaucoup de problèmes.
Ah, et aussi parce que le détrusor, il est... Ah oui, pardon, je fais une petite aparté, désolé. C'est la faute des toilettes européennes. Parce qu'en fait, oui, non, mais c'est pas une blague. On n'est pas être turc. Et ouais, la toilette turque serait mieux. Parce que chez la femme, elle s'assoit. Et donc, la vessie se retrouve verticale, enfin la lurette c'est verticale par rapport aux toilettes. D'accord? Donc en fait, elle pousse avec les abdominaux aux toilettes. Généralement, la miction d'une femme est beaucoup plus rapide que celle d'un homme. Normal, parce qu'il y a, vous allez me dire, il y a du matos et tout, chez l'homme, mais, et de la longueur, mais non, c'est simplement parce qu'elle est pile au-dessus, verticale, donc à la gravité plus les abdos, aucune résistance. Et donc, les femmes se retrouvent avec déjà un détrusor pas terrible. C'est pour ça qu'il y a moins de vessie un petit peu, voilà. Détrusor pas terrible et périnée pas terrible. Et on dit que chez l'homme, il ne faut pas uriner assis. Est-ce qu'il y a une raison? Non. Il faut uriner plutôt debout. Ouais, oui, non, il n'y a pas de raison. Mais c'est mieux d'uriner debout. Pour marquer son territoire. Voilà. Non mais parce qu'il y a le coude déjà. Il y a le coude. Il y a le coude, en fait vous avez la lurette et il y a un coude juste en dessous de la prostate justement, chez l'homme. Et du coup debout il est moins coudé que assis. Assis il est beaucoup plus coudé et voilà. Donc il y a quand même une raison mécanique. C'est vraiment faible, hein. C'est pas énorme. En revanche c'est important si vous faites un jour un sondage d'urgence. Il vaut mieux le faire Voilà, faut pas oublier le coude. en horizontal Voilà, que de le faire assis. Voilà. Ben, merci. Merci. L'image que nous voyons actuellement sur l'écran montre la situation de deux points d'acupuncture connus depuis des millénaires pour leur action sur les vessies, sur leur action sur les troubles urinaires. Le premier point s'appelle le 3 reins. Il est situé à mi-distance du sommet de la malléole interne et du tendon d'Achille. Donc c'est un point qui est donné depuis longtemps, qui est utilisé depuis longtemps pour l'énurésie. Le deuxième point s'appelle le 6 reins. Il est situé dans un creux à un travers de pouce droit au-dessous du bord inférieur de la malléole interne. C'est pas un hasard si les Chinois, les anciens Chinois, excitaient ces points avec des aiguilles d'acupuncture, puisque on voit qu'avec l'électrothérapie, on a exactement la même action sur exactement les mêmes points.